Dans Tintin au Tibet, le reporter a, d'une certaine façon, accompli l'étape maître des deux mondes de son parcours initiatique en se montrant capable de maîtriser à la fois le monde physique et le monde spirituel dans une aventure qui le confrontait aux intempéries de l'Himalaya et aux démons de la pureté qui hantaient son créateur. Indiana. Indiana. Let it go. Mais si Tintin a maîtrisé l'univers de l'aventure, il doit maintenant maîtriser l'univers domestique et familial en se montrant capable de rester à la maison pendant tout un album. It's been 4 years to the day since Weathertop Sam. It's never really healed. Après avoir affronté ce que les moines tibétains appelaient la déesse blanche dans Tintin au Tibet, les bijoux de la Castafiore le confrontent maintenant à la Dame blanche. Mais la Castafiore n'est pas l'antagoniste de cet album, car comme dans Tintin au Tibet, on n'y trouve aucun méchant. À la place d'un méchant, ce que l'univers domestique propose à Tintin, c'est un monde de moins en moins propice à l'aventure. C'est une belle entorse avec déchirure ligamentaire. Il vous faut un repos absolu de 15 jours. 15 jours? Mais je pars en voyage aujourd'hui même. Pas question. En écrivant les bijoux de la Castafiore, Hergé annonce que l'entrée dans les sociétés de communication et de télécommunication marque la fin des grandes aventures culturelles et humaines et le début de la fin de la croyance dans les grandes idéologies qui prétendent changer le monde. La société de confort technique qui se met en place au cours des Trente Glorieuses fait perdre aux nouvelles générations qui naîtront dans ces années 1960 le sens, le goût et peut-être l'intérêt de l'histoire, puisqu'elles seront plus préoccupées par leur réussite matérielle et sociale que par l'exploration du monde. L'entrée dans l'ère de l'opulence transforme les citoyens en consommateurs et en téléspectateurs. It was a time when no one on Earth could hide from technology. No people, no continent, no one was safe from spy satellites. Tout comme le Yéti fuyait le flash d'une caméra à la fin de Tintin au Tibet, au début de ce nouvel album, la Castafiore s'installe à Moulinsart pour fuir les paparazzis. Ah, cet endroit est si calme, quel bonheur. Je serais sans doute pourchassée par les journalistes, mais je suis arrivée chez vous incognito. Surnommé ainsi en l'honneur de Paparazzo, un personnage du film La Dolce Vita dont le nom renvoie aux moustiques, les journalistes à potins sont chez Hergé comparés à des guêpes. Mais on peut encore faire d'autres liens entre ces deux œuvres, puisqu'elles abordent toutes deux à leur façon la recherche de l'amour dans la société occidentale en pleine décadence. Et bien sûr, on peut encore relier cet album d'Hergé au cinéma italien, puisque son intrigue s'inspire en partie du vol des bijoux de Sophia Loren en mettant en scène celui des bijoux de la Castafiore. It's amazing what's getting stolen these days. Poussé par les Dupont, Tintin tente d'abord de les retrouver dans le monde de l'aventure, symbolisé par les gens du voyage que le capitaine Haddock a invité à s'installer sur sa propriété et qu'Hergé nomme plus gracieusement que l'adaptation des dessins animés de cet album 30 ans plus tard. Ma parole, il y a des gens qui semblent attirés par cette puanteur. Des gitans. Or, comme le dit Apostolides, Tintin n'a plus accès à l'univers des gens du voyage. Il a désormais choisi son camp, celui des sédentaires. Cependant, dès qu'il entend les guitares, il ne peut s'empêcher de regretter son choix. Quelle nostalgie dans cette musique. Hélas, Milou, il faut rentrer. Allez, viens. Au cours de ces quelques cases montrant Tintin rompre avec l'univers de l'aventure, Hergé rompt également avec le style de la ligne claire qui a si longtemps caractérisé ses dessins. We set out to save the Shire, Sam. And it has been saved. But not for me. N'en déplaise au reporter, s'il veut devenir maître des deux mondes, il devra trouver la clé de l'énigme dans l'univers domestique, c'est-à-dire en restant dans le château de Moulinsart. Hélas, Milou, il faut rentrer. Allez, viens. La dernière fois qu'il y avait percé un secret, celui du fantôme qui hantait le capitaine Haddock, c'était en descendant dans sa crypte. Cette fois, c'est au grenier que la Castafiore dit entendre un fantôme et Tintin croit qu'il s'agit du voleur des bijoux. The attic, like the cellar, is a place where things are hidden away, but more often, the hidden things are positive, like treasures and memories. A character discovers an old chest in the attic that opens a window into who that character was or the character's forebears. Dans le grenier de la maison familiale, Tintin découvre effectivement un vieux coffre, mais la fenêtre qui devrait s'ouvrir sur le passé ou les ancêtres du personnage, ce n'est en fin de compte qu'une chouette qui la traverse. Et par conséquent, Tintin n'apprend rien de son séjour dans le grenier. Enfin, j'ai beaucoup joué avec ce cherche-et-trouve basé sur l'univers de Batman. Au fil des pages, on affrontait les plus célèbres adversaires du Croisé Masqué,
Et quand on arrivait à la fin et qu'on arrêtait enfin celui qui avait orchestré cette nuit de crime, à savoir le pingouin, on nous invitait à repasser sur les pages précédentes pour trouver des éléments qui nous avaient peut-être échappé, notamment les oiseaux que le pingouin avait apportés avec lui au musée du cinéma. Hergé a toujours aimé les oiseaux. I don't really know anything about birds. My hobby is stuffing things. Do you go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother. Et c'est peut-être ce que lui aussi nous invite à faire dans cet album, puisqu'il donne le mot de la fin aux 3 oiseaux qu'on a croisés au fil des pages précédentes. Alors permettez-moi de me prendre pour James Bond, non pas l'espion, mais l'ornithologue, et tenter de reconnaître ce que chacun de ces oiseaux signifie, car si les bijoux de la Castafiore racontent une enquête où tout a l'air d'une fausse piste pour quelqu'un qui aborde cette enquête rationnellement, elle prend tout son sens lorsqu'on l'examine à travers ses symboles. I also awoke from the same dream, realizing that I had subconsciously gained knowledge of a deductive technique involving mind-body coordination operating hand in hand with the deepest level of intuition. Le premier oiseau qu'on rencontre dans les bijoux de la Castafiore, c'est la pie, et ce, dès la toute première case. Regardez, capitaine, un nid de pie. Mais puisqu'on ne comprend pas son importance pour l'instant, commençons plutôt par le perroquet que la Castafiore offre au capitaine Haddock. Quoi? Tonnerre de Brest! Comme je l'avais expliqué dans mon épisode sur le trésor de Rackham le Rouge, le capitaine Haddock a horreur des perroquets, qui sont une fausse représentation de son ancêtre et une parodie de ce qu'il craint devenir à son tour. Autrement dit, un mensonge. Quelle surprise, quelle charmante surprise! Rien ne pouvait me faire davantage plaisir. Au moment même où la Castafiore croit avoir vu un fantôme, Haddock rêve que celle-ci s'est transformée en perroquet, avec lequel elle partageait déjà le nez, et que l'air des bijoux qu'elle répète constamment a fini par également transformer tous ceux qui l'écoutent en perroquets. Seul à ne pas être transformé, Haddock est aussi le seul que la chanson de la Castafiore gêne. Selon moi, le perroquet représenterait donc le mensonge que la cantatrice répète pour cacher une vérité qui l'effraie, tout comme elle préfère que les journalistes à potins mentent à son sujet plutôt qu'ils révèlent des vérités. Vous appelez ça un magnifique article? Annoncer ainsi notre mariage, c'est un scandale. Oh, mais j'ai l'habitude, vous savez. Les journaux m'ont déjà fiancé à tant de personnalités que maintenant, ça n'a aucune importance. Et ce mensonge, ce fantôme qui hante la Castafiore à Moulinsart, c'est forcément le même qui a toujours gêné Haddock, celui qui cache l'identité de son grand-père royal. Mais alors, qui est ce fameux grand-père royal? Que le grand cric me croque si je lâche un seul mot à ce sujet. C'est la question qui effraie tant la cantatrice, et c'est justement celle que la chouette ne cesse de lui poser au grenier. The owls are not what they seem. Je ne suis pas psychanalyste, mais il est difficile pour moi de ne pas entendre dans le ululement de cet oiseau la quête identitaire qui a traversé les aventures de Tintin. Revenons sur cette citation de Truby. A character discovers an old chest in the attic that opens a window into who that character was or the character's forebears. C'était donc lui le fameux monstre de Madame Castafiore. Si Tintin n'a rien appris de son séjour dans le grenier, c'est parce que la chouette ne faisait que poser la question qui devait être posée pour percer le secret qui hante la famille de Tintin, comme le Riddler dans The Batman qui ne fait que poser des questions pour attirer l'attention vers le secret qui hante Gotham et la famille Wayne. I'm fairly certain this translates to You are El Rata Elada. Rata, rat with wings. It's slang for pigeon. Does that mean anything to you? Yeah. C'est en lisant les mots La gazzaladra. dans le journal que Tintin trouve la clé de l'énigme et qu'il comprend que l'émeraude de la Castafiore fut volée par la pie, l'oiseau qui n'apporte ni mensonge ni question, mais enfin une réponse. La gazzaladra en italien signifie la pie voleuse. Or, pour comprendre la signification de cette réponse, il faut porter attention aux éléments qui, comme le perroquet, ont déjà fait leur apparition dans les aventures précédentes de Tintin. Une bille d'agate, un monocle, et voici l'émeraude. Dans l'œuvre d'un créateur, les mêmes images peuvent revenir à plusieurs reprises et garder la même signification. All I did was hold the camera and it saw what it saw. Ah, bullshit! Lorsque Spielberg demanda à sa mère s'il devait porter à l'écran le récit de leur famille, celle-ci lui répondit « There's a little bit of this story in all your films, but you've always felt safer using metaphor. » En effet, la rancune éprouvée par Spielberg envers son père suite à la séparation de ses parents se retrouve dans la plupart des premiers films du réalisateur. Your children love you. They want to play with you. How long do you think that lasts? Si Saving Private Ryan introduisait la mère et la montrait parfaite, dans ses films suivants,
Spielberg se met aussitôt à la critiquer comme il critiquait jadis la figure du père. You won't understand the reasons, but I have to leave you here. Is it a game? Lamar Burgess thinks you left John because he lost himself in pre-crime instead of you. I left him because every time I looked at him, I saw my son. Do you understand what we're saying to you, Frank? Your father and I are getting a divorce. Serait-ce parce que Spielberg s'est finalement réconcilié avec son père dans les années 90? Where have you been? Fly me, Daddy, fly me! Anytime, Maggie. To infinity and back again. Serait-ce parce que cette réconciliation l'a poussé à explorer la rancune qu'il n'avait jamais osé exprimer, celle qu'il aurait pu éprouver envers sa mère? Talk to me. Sammy, please talk to me. Tell me what's happening. Ce sont en tout cas ces thèmes que le réalisateur aborde à travers The Fabelmans. Dans ce film autobiographique, Spielberg expose le secret que sa famille lui avait caché pendant des années, à savoir que c'est sa mère qui avait quitté son père et que si celui-ci avait laissé leurs enfants croire le contraire, c'était pour éviter qu'ils en veulent à leur mère dont la santé était fragile. You're always so mean to him. That's why you're getting divorced. It's because of you. Oh, blame your mom. This wasn't her idea. It was mine. Si dans The Fabelmans, Sam accepte de garder le secret que sa mère entretient une relation potentiellement adultère, le drame familial généré par ce secret semble avoir fait souffrir le réalisateur pendant de nombreuses années. The more I was in denial that I would ever really need to tell my own story, the more I realized, why am I having this conversation with myself again and again? Your father was a computer scientist. Your mother was a musician. When the spaceship lands, how do they communicate? That's a very good question. I like that. You've answered the question. They make music on their computers and they are able to speak to each other. And you see, I'd love to say, you know, I intended that and I realized that was my mother and father, but not until this moment. Dans l'épisode portant sur The Fabelmans du podcast La Gêne occasionnée, François Bégodeau identifie à mon avis correctement la métaphore du train comme celle de la famille. Et c'est la sœur qui plus tard donnera un petit peu le lien entre les deux, parce qu'elle aura une métaphore qui passe un peu inaperçue, mais que j'ai notée. Elle dira qu'au moment du divorce, au moment où vraiment la famille est en train de se déglinguer, elle aura cette métaphore pour dire nous sommes comme un train qui est en train de se démanteler ou de se démembrer, je sais plus comment elle dit, ou dont les wagons se décrochent. Out of everyone in this out of control, falling apart family, the one who's most like Mitzi is you. J'ajouterais, comme je l'ai déjà dit auparavant dans cette série d'essais vidéo, que le train est également associé au traumatisme familial d'Indiana Jones. Bégodeau critique cette vision réductrice de l'artiste qui ne crée que pour répondre à un traumatisme. Ce nœud entre la psychologie et l'art, il faut savoir l'interroger. Ce nœud, d'ailleurs, est établi par quelque chose qui est un grand classique, je dirais, de la critique de cinéma depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, qui est la fameuse scène primitive. Ça a scellé le fait que la psychanalyse avait très largement investi le champ critique il y a, je dirais, moi, à partir des années 80-90. Bon, il a un cliché en tête, qui est un cliché d'époque, très dominant à notre époque, et donc qu'il a totalement imprégné, à savoir qu'un artiste est d'autant plus un artiste que l'origine de son art est dans la souffrance. C'est ce qu'on pourrait appeler le psychocentrisme, et je dirais le psychodolorisme. You don't trust anyone, do you, James? No. Then you've learnt your lesson. Get back as soon as you can. We need you. Will do. If you do need time... Why should I need more time? Job's done. The bitch is dead. Je suis d'accord avec Bégodeau sur ce sujet, même si je ne crois pas qu'il s'agisse de l'unique lecture du film. Or I did it to make my movie better. I don't know why. Or, il est vrai que Spielberg a, dans The Fabelmans, donné à sa vie l'allure d'un film de Batman. Et puisque depuis le tout début de cette série d'essais vidéo, je ne cesse de comparer Spielberg à Hergé, faisons tout de même l'exercice d'appliquer sur le dessinateur cette vision de l'art et de poser la question suivante. Si Spielberg fait du cinéma pour apprivoiser son traumatisme familial, est-ce qu'Hergé fait de la BD pour la même raison? I have to say, your face is familiar. Have I drawn you before? Occasionally. La fuite de la famille que nous avons identifiée comme motivation aux aventures de Tintin est-elle celle de son créateur, ou à tout de moins le résultat d'une crainte de sa part d'affronter l'univers domestique? Nestor, préparez tout de suite mes bagages, il faut que je sois parti dans 1 heure. Bien, monsieur. À noter que même dans les aventures de Jo, Zet et Joko, qui mettent en scène une famille,
l'intrigue reste toujours loin de la maison. Branle-bas de combat, tout le monde sur le pont. Mais où allez-vous? Le plus loin possible de ce cyclone ambulant. Capitaine! Ah, 1000 milliards de 1000 millions de 1000 sabords. Vous n'avez rien de cassé, capitaine? Non, mais j'aurais pu me faire une entorse. Dans les bijoux de la Castafiore, la maison familiale est quant à elle marquée par un secret qui fait souffrir tout le monde, mais qu'on s'évertue à vouloir garder caché. Rien de cassé? Eh bien, si, un morceau d'au moins 20 cm. Cette satanée marche. Symboliquement, ce secret prend la forme de la 4e marche brisée sur la gauche de l'escalier, et le dessin animé de 1990 traduit mal la signification de cette marche, puisqu'on y voit la Castafiore en être victime, alors que ce n'est pas le cas dans l'album. Mais qu'y a-t-il encore? Oh, c'est un scandale! Oh, j'ai failli me tuer à cause de cette fichue marche! Et en effet, comment pourrait-elle en être victime, puisque c'est son secret à elle? Si seulement il y avait un moyen de prouver que cette 4e marche symbolise effectivement le secret de l'ancêtre. Si seulement il y avait, dans un ancien album, peut-être celui par lequel on avait appris qu'il existait un secret, une case qui montrerait que cette 4e marche faisait déjà tomber ceux qui tentaient de percer le dit secret. Bien sûr, les frères Loiseau ne s'intéressent qu'au trésor, tout comme les journalistes à Potin qui, s'ils découvraient ce secret, ne s'intéresseraient qu'à la fortune et la gloire qu'ils pourraient en soutirer. Mais pour la famille de Tintin, découvrir le secret de cet ancêtre répondrait enfin à leur quête identitaire et leur donnerait peut-être un reflet dans les miroirs de leur maison familiale. Qu'y a-t-il, capitaine? Elle s'en va, ma douleur. En effet, la seule personne qui possède un reflet à Moulinsart, c'est la Castafiore, puisqu'elle est la seule à connaître son secret. Oh, au ciel, mes bijoux! Oh, Dieu merci, ils sont là. Perroquet, 4e marche, fantôme, miroir, chevalier, tant d'images qu'Hergé réutilise partout dans son œuvre, comme Spielberg semble avoir raconté sa propre vie au fil de sa carrière. Alors qu'en est-il de la pie? Où l'avait-on vu auparavant et quel sens peut-on lui attribuer? Mais attendez, cet opéra, la Gazzaladra, mais oui, c'est ça! Dans l'île Noire, l'album dans lequel Tintin est descendu dans sa propre caverne pour affronter une figure paternelle cauchemardesque, le reporter avait bien failli périr dans un incendie car une pie avait volé la clé permettant au capitaine des pompiers d'ouvrir le garage où se trouvait son camion. Or, il ne s'agissait pas de la bonne clé, celle-ci se trouvant plutôt entre les mains de l'épouse du capitaine. Dans les 2 premières versions de l'album, soit celle publiée en 1938 et en 1943, l'épouse du capitaine ne risquait pas de nous rappeler quelqu'un en particulier. Mais dans la 3e version, celle publiée en 1965, c'est-à-dire 5 ans après les bijoux de la Castafiore, voilà que l'épouse est redessinée pour ressembler à un mélange entre la cantatrice et sa servante Irma. Vous êtes plusieurs? Mais oui, bien sûr, Irma, mon habilleuse, voyage toujours avec moi. Si ces cases montrent les 2 femmes habiter un seul personnage, force est de constater qu'elles sont pratiquement l'écho l'une de l'autre. La Castafiore et Irma représenteraient-elles donc toutes 2 la même personne, ou 2 personnes dont elles se partagent différents traits de manière à brouiller les pistes? Nul besoin d'Irma pour être confus quant à ce que la Castafiore représente. Si elle se montre parfois aussi maternante envers le capitaine Haddock que le Yéti l'était envers Chang, à d'autres moments elle entretient avec lui une relation riche en sous-entendus sexuels. Car comme le fait remarquer Apostolides, le pied dressé du capitaine renverrait à son sexe en érection et la séduction que la Castafiore entreprend autour du pied se poursuit ensuite autour du doigt. Well, God damn it, Indy, where doesn't it hurt? Here. Here. This is too bad. Cette confusion entre la Castafiore en tant qu'épouse et en tant que mère pourrait tout simplement être une manière pour Hergé d'exprimer comment il se sentait avec son ex-épouse, qu'il peut maintenant enfin caricaturer. Mais n'oublions pas que nous avons également comparé la Castafiore à une grand-mère, puisqu'elle représente une figure maternelle située au même niveau symbolique que le grand-père royal dont elle est la seule à connaître l'identité. Selon Serge Tisseron, il faut chercher cette grand-mère du côté paternel d'Hergé. En effet, la grand-mère paternelle du dessinateur s'appelait Marie de Wing et travaillait comme domestique pour la comtesse Érimbaud de Dudeville.
Hergé se serait-il servi du personnage d'Irma pour représenter sa grand-mère Marie en procédant à un jeu de son similaire à celui par lequel il a créé son propre pseudonyme? Cela ferait donc non seulement de la Castafiore la grand-mère et la comtesse de qui la grand-mère était la domestique. Mais pourquoi est-il si difficile de démêler la grand-mère et la comtesse? Marie de Wing eut 2 enfants, Alexis, le père d'Hergé, et son frère jumeau Léon. Ceux-ci ne connurent jamais leur père, mais jusqu'à leur 11e anniversaire, c'est la comtesse qui s'est assurée que les jumeaux ne manquent de rien, telle une deuxième mère, et qui les habillait, comme le voulait la tradition de l'époque, de manière identique l'un à l'autre. Worthington's have a half-price sale on bowler hats. Really, Thompson? This is hardly the time. Great Scotland Yard! What is it? Cane's a half-price too? Are you going to take charge of this evidence? Cela servait-il à acheter le silence de Marie, comme la concession de Moulinsart par le roi Louis XIV au chevalier François? Autrement dit, la comtesse fournissait-elle tout ce dont les fils de Marie avaient besoin pour que la domestique garde le secret d'une aventure avec le comte? You took me for something I'm not. Can never be. I took you for a woman. A woman who wants. You think money's all I want? The other things, you can have them too. You can have them together. Quoi qu'il en soit, Marie finit par épouser M. Rémy afin de légitimer ses enfants, mais ceux-ci conserveront l'habitude de se vêtir de manière identique en l'honneur d'un autre père, devenant ainsi des jumeaux, possédant pourtant 2 pères. Détective Dupont avec un D! Détective Dupont avec un D! Dans les bijoux de la Castafiore, les Dupont sont appelés pour tenter de retrouver l'émeraude de la cantatrice. En parlant de l'hypothétique voleur avec Tintin, Dupont mentionne qu'il faut absolument mettre les points sur les i, ce qui fait dire à Tisseron que le secret imposé par la comtesse à sa domestique n'était peut-être pas qu'une aventure extra-conjugale commise par son mari, mais un acte beaucoup plus répréhensible. Maria, you will stay, won't you? Please go, Mr. Richmond. You're an attractive man, but I'm not interested. Bien sûr, tout cela n'est que spéculation, car nous ignorons la vérité. Mais Alexis et Léon l'ignoraient aussi, et par conséquent, Hergé également. Coincés entre le fantasme d'avoir un père issu de la noblesse et le cauchemar d'être né d'un viol, les jumeaux ont sûrement beaucoup souffert de ne pas en avoir le cœur net. Lorsque Tintin dit aux Dupont de faire attention aux fils, les policiers répondent qu'ils ne sont plus des enfants, avant de trébucher sous prétexte que Tintin leur avait dit de faire attention aux fils et non aux câbles. Grâce à la magie des homographes, Hergé s'est-il amusé à nous cacher une autre lecture de ces cases. Autrement dit, les Dupont ont-ils entendu Tintin leur dire de faire attention aux fils ou aux fils, et par conséquent à eux, ce à quoi ils auraient logiquement répondu qu'ils n'étaient plus des enfants. Plus tard, lorsque les Dupont expliquent leur théorie sur le vol de l'émeraude, ils prétendent que le vol n'a pu être commis que par escalade par un singe, ce qui fait dire à Tisseron que les Dupont sont en train de raconter l'enlèvement de Chang par le Yéti dans Tintin au Tibet, et qu'on doit donc voir l'émeraude de la Castafiore comme l'enfant dont la grand-mère a pris soin, mais qu'on lui a pris. Si la grand-mère est la comtesse, et que Chang représente Alexis et Léon, alors Tintin et ses amis sont en train de se faire raconter la tragique enfance du père et de l'oncle d'Hergé. C'est une histoire qui trouble, n'est-ce pas? Cet homme, nous le tenons, c'est le singe! Et bien sûr, toute la bande nie farouchement. En tout cas, si ce n'est pas l'histoire, c'est la quantité de symboles qu'il faut interpréter pour arriver à cette histoire. Per la Madonna! Arrêtez ça! Après le récit des Dupont, Tintin continue de croire les accusés innocents, mais la Marguerite qu'il tient au même moment n'est peut-être pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Marguerite est le nom du personnage auquel la Castafiore s'identifie, comme le capitaine Haddock s'identifie au chevalier. La cantatrice se jette même continuellement dans les bras de figures diaboliques comme Faust, ce qui pourrait être une manière pour Hergé d'affirmer que sa grand-mère s'était effectivement jetée dans les bras d'un homme diabolique. Or, le dessinateur aimait également fantasmer à l'idée qu'il était peut-être le fils bâtard du roi lui-même, comme quoi le dilemme des jumeaux, par le pouvoir du traumatisme intergénérationnel, a fini par devenir le sien et se traduire dans l'univers de Tintin par une quête identitaire au sein de laquelle se trouvent à la fois des figures paternelles positives et négatives. En réfléchissant sur l'album, j'ai essayé de trouver une signification au singe des Tziganes, ce fameux singe qui fait partie de la famille dans les aventures de Joe, Zet et Joko, et qui apparaît également à 2 reprises dans l'œuvre de Spielberg. Cute! What an adorable creature! Je me suis demandé si ce singe était le fils du père Ranko et de la mère Yeti.
Et bien évidemment, une image s'est imposée dans mon esprit, celle des 3 singes de la sagesse que j'ai réalisé pouvoir associer au trio RG1. En effet, plusieurs auteurs considèrent que le capitaine Haddock a un problème de cécité qu'il n'essaie pas de régler, ce qui expliquerait ses nombreuses maladresses. Si Haddock c'est celui qui ne voit pas son identité, et que Tournesol bien sûr c'est celui qui ne l'entend pas, alors Tintin, c'est celui qui ne la dit pas, c'est celui qui ne nous a jamais révélé son origine et qui continue de garder le secret. I won't tell. I won't tell. I won't. I won't tell.